Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur le plateau du débrief. Je suis ravie avec toute l'équipe et nos invités de vous retrouver comme chaque vendredi pour débriefer ensemble les temps forts de l'actualité de la semaine. Et dans l'actualité nationale, on s'arrête ce soir sur les deux congrès de l'USFP et du RNI qui se sont tenus le week-end dernier, ainsi que sur celui très agité de l'UGTM. Nous reviendrons sur le contexte dans lequel se sont tenus ces congrès, sur les décisions qui y ont été prises et sur leurs conséquences. Dans l'actualité internationale, nous reviendrons ensuite sur la visite de Donald Trump en Arabie Saoudite et au Proche-Orient, et notamment sur le discours qu'il a prononcé à Riyad dimanche dernier. Et puis enfin, nous terminerons avec les élections iraniennes qui ont reconduit le président Hassan Rouhani à la tête de la présidence. Pour nous accompagner ce soir sur tous ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Aziz Boustan, directeur du panorapost.com et de Mowatin.com qui vient d'être lancé il y a quelques semaines. Merci. Il y a 10 jours. Aziz d'être avec nous. Face à vous, Naïm Kamel, directeur de publication de Quid.ma. Merci d'être avec nous, Naïm. Merci à vous. Et enfin, à vos côtés, et pour compléter notre plateau, Monsieur Jamal Boukouraï, vous êtes doyen de la faculté de commerce et de gestion à l'Université internationale de Casablanca et vous êtes expert sur les questions de leadership, de conduite du changement et communication. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça fait toujours plaisir d'être ici. C'est un plaisir également. Alors messieurs, je le disais, on commence d'abord au Maroc avec les deux congrès du RNI et de l'USFP qui se sont tenus les week-ends derniers. Première question, avant d'en venir à ce qui s'y est passé, le contexte dans lequel se sont tenus ces deux congrès. C'est quelques mois après les élections législatives, peu de temps après la constitution d'un nouveau gouvernement. On se souvient de ce temps de latence très long et ils étaient très concernés par ces négociations, le RNI et l'USFP. Est-ce qu'on peut dire un mot de ce contexte et comment il a peut-être influencé ou formaté ces deux congrès? Naïm Kamel. Écoute, c'est normal qu'il influence et qu'il formate ces deux congrès. D'abord parce qu'il y a une ressemblance entre les résultats des uns et des autres, entre le RNI et l'USFP au lendemain des législatives du 7 octobre 2017. Ils ont tous les deux perdu des voix. Ils ont tous perdu des voix, l'USFP plus gravement que le RNI. Elle est passée de 39 à 20 sièges. Alors, mais face à ces deux événements, il y a eu deux attitudes. Il y a celle de l'ancien président du RNI qui a assumé sa défaite et qui a démissionné, ouvrant la voie à un autre chapitre dans l'histoire, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, dans la construction du RNI ou dans sa reconstruction en conformité avec la réalité d'aujourd'hui. De l'autre côté, nous avons une déroute historique d'un parti aussi historique, aussi pesant sur la scène nationale que l'Union socialiste des forces populaires. Et vous avez un premier secrétaire, Driss El-Chgar en l'occurrence, qui se maintient à la tête de ce parti coûte que coûte et n'essaie pas de passer le relais ou d'assumer sa responsabilité. Donc nous sommes en présence de deux comportements différents qui vont certainement influer. On a vu un peu le congrès de l'USFP, sûrement on va y revenir. Absolument. Au bord de l'explosion. Et un parti du RNI qui tenait son congrès à El Jadida, un congrès nickel, à tel point qu'il fait tache dans le magma volcanique de la scène politique nationale d'aujourd'hui. Aziz Boustan, vous partagez cette analyse? Oui, tout à fait. Je ne vais quand même pas résister à ce jeu de mots. Tu as dit un parti nickel pour le RNI et pour l'USFP un parti de pied nickelé. On voit une différence qui est en train de se faire et qui s'est faite sur 20 ans. En 1998, il y a eu les élections. Il y avait eu Abdelrahman Yousfi qui avait présidé le gouvernement et le RNI était là vraiment comme la cinquième roue de la charrette. Et là, 20 ans après, on voit que c'est exactement l'inverse, avec un RNI qui arrive en force et en puissance et une USFP, une Union socialiste des forces populaires qui est vraiment à la traîne, qui peine. On voit un congrès du RNI à El Jadida où tout le monde était là, un congrès triomphant où les moyens étaient là. On sentait un enthousiasme, on sentait une envie, une espérance. Près de 3000 congressistes plus de 3000 étaient présents. Congressistes, mais bon, les congressistes, ce sont des militants. C'est surtout toutes les guest stars qui étaient là, toutes les personnes de la société civile. Il y avait le chef du gouvernement notamment.
il y avait le chef du gouvernement, alors j'y viens, il y avait bien entendu le chef du gouvernement, il y avait certains ministres, il y avait beaucoup de chefs d'entreprise que rien n'appelait à être là, des composants de la société civile. Tout le monde est venu parce que tout le monde commence quelque part à croire en un changement au niveau du RNI. Alors forcément, quand on dit le RNI, on se rappelle les anciennes décennies passées, on se rappelle des RNI, partie de l'administration, avec l'UC, avec les autres. Là, il y a un changement qui est en train de se faire. On va y venir dans un instant sur le changement de fond. De l'USFP, c'était un parti à la limite de la confidentialité. On avait l'impression quelque part que les socialistes ont d'eux-mêmes, le terme était un peu fort, mais étaient un petit peu confidentiels, dans le sens où ils se cherchaient, dans le sens où il y a véritablement une scission à l'intérieur, même si la scission n'est pas officielle, n'est pas administrative, mais il y a quand même une fracture, et ce n'est pas une fracture de clan. Signe des temps, le chef du gouvernement, justement, n'y était pas. Il y avait comme délégué du PJD, parce que vous savez, quand il y a un congrès, on invite tous les chefs de parti, et là, le PJD a envoyé 2 personnes importantes, certainement, mais 2 ministres délégués, que sont Daoudi et Boulif. Et donc, on voit que, quelque part, l'USFP est marginalisé. Peine à... Vous diriez marginalisé ? Marginalisé et un petit peu... Auto-marginalisé. Non, il s'est auto-marginalisé, mais pas très considéré. Ce n'est pas l'Union socialiste qu'on a connue dans le temps, ce n'est pas l'Union socialiste de Bouhabid, ce n'est pas l'Union socialiste de Yousfi, ce n'est même pas l'Union socialiste de Radé, c'est une Union socialiste, comme l'a dit Naïm, qui a fait la grande culbute aux élections et qui n'a pas assumé ça, et qui continue. Et donc forcément, les mêmes erreurs, les mêmes Jamel Boukouraï, on revient après sur les raisons, mais Jamel Boukouraï, pour finir le tour de table. Au fait, donc nous sommes face à 2 situations qui sont diamétralement opposées. On a d'une part un parti qui était dans une phase, si on avait un titre à donner, ce serait chronique d'une mort annoncée, une phase d'hémorragie qui traîne depuis les 4 ou 5 dernières années. Je ne pourrais pas aller plus loin parce qu'il y a un pan de l'histoire où je n'étais pas au Maroc. Donc c'est un parti qui malheureusement resté prisonnier d'un modèle de plus en plus obsolète, avec un langage, avec une approche, un modèle idéologique qui n'est pas celui du RNI, qui au fait, donc on est dans la corporate ideology ou l'idéologie corporate, et donc on est dans un modèle du RNI, c'est la réorganisation, donc l'approche un peu entrepreneuriale, avec cette relance d'un parti au fait qui est resté quand même tributaire d'un personnage pendant 30 ans qui était le fondateur. Et donc il n'y a pas eu vraiment pendant très très longtemps d'innovation, de changement à ce niveau-là. Alors donc le RNI, on voit très très bien, de par la couleur du logo qui est bleu, c'est un peu celui de Twitter, et de par de Facebook, de par donc les thématiques qui ont été abordées, c'est très simple. Ça a toujours été sa couleur avant, c'est-à-dire en fait, c'est Aziz, bon, il sait très bien, il est habitué aux grands chantiers du Maroc, notamment ceux qui sont dans le cadre de l'INDH, le Maroc vert, etc. Donc il va se contenir à ce qu'on appelle les 17 piliers des nations, de l'organisation internationale. Et qui sont donc le développement durable, green, d'employabilité, etc. Des choses qu'il est habitué à faire comme n'importe quel chef d'entreprise de façon agile. De l'autre côté, il y a déjà donc une contestation. On est donc en train d'essayer de capitaliser, sauver un petit peu les meubles, le revitaliser avec des gens comme Siad Karim Naatir et d'autres qui pourraient peut-être donner un nouveau souffle. Mais ça reste. On est dans quelqu'un qui a choisi une carrière politique. Alors, et c'est là où le défi aujourd'hui est... Alors justement, pour ce qui est de l'USFP, pour faire le bilan de ces congrès, Driss Lechgar a été reconduit. En même temps, c'était le seul candidat à sa propre réélection, malgré une fronde au sein même de son bureau politique, puisque 10 des membres du bureau politique sont ouvertement contre lui. Alors une question, est-ce qu'on n'a pas préféré faire bloc malgré tout pour éviter une scission au sein de l'USFP? Et est-ce que cette scission est inévitable ou elle n'est pas inévitable? La scission, c'est déjà faite. C'est-à-dire que d'abord, il y a eu la tristesse et le malheur du décès d'Ahmed Zaïdi, qui lui était le meneur
de la fronde contre Driss Shgar. Alors, juste, si vous le permettez, ce n'est pas ce que disent certains cadres de l'USFP. Je cite juste Abdelkbir Tabir, qui est membre du bureau politique et qui fait partie de ce groupe des 10 contestataires. Qui n'était pas au Congrès, il était à Al-Jadida, au Congrès du Ureni. Alors, c'est une déclaration qu'il a faite à Média 24 le 19 mai. Malgré la décision du premier secrétaire, nous serons présents au Congrès, même si nous avons décidé de ne pas présenter de candidat contre lui. Ce n'est qu'après le Congrès que nous déciderons des suites à donner, mais nous continuerons à agir de l'intérieur pour une refondation du parti. Et quoi qu'il arrive, il n'est pas question d'une nouvelle scission de l'USFP. Oui, mais on fait scission quand il y a de quoi faire scission. Or, aujourd'hui, Driss Shgar a réussi, au cours de ces dernières années, depuis qu'il a pris, bien avant, depuis qu'il a mené sa fronde contre Mohamed Yazri, Abdelwahid al-Radi, jusqu'au moment où il a pris le parti en main, il a mené une politique de liquidation. C'est-à-dire toutes les têtes qui dépassaient ont été éliminées, ont été poussées à la sortie. Ils ont été exclus de fait du parti, à tel point que beaucoup de militants et des militants de valeur, historiques, moins historiques, mais très actifs, ont été dégoûtés et ils ont préféré, au lieu de continuer un combat qu'ils savaient, parce que Shgar, c'est un homme de l'appareil. On connaît son histoire depuis la jeunesse Tihadia jusqu'à les étudiants de l'USFP, même bien avant l'USFP, même au temps de l'UNFP. Donc il a été le bras de Mohamed Yazri dans l'organisation avec quelques autres. Et bon, il est là, c'est un homme de l'appareil, il maîtrise, il contrôle, il connaît. Et il sait comment liquider. Il a toujours été dans le parti le liquidateur. Autant de Abdelrahim Bouabidallah Rahmou, autant d'Abdelrahman Yousfi, autant de Mohamed Yazri. Donc il avait toujours cette fonction. Et donc il maîtrisait le parti. Ceux qui sont en face de lui n'ont pas vraiment ni la maîtrise des sections, ni la maîtrise des régions. Ils ont quand même. Et puis, il n'y a plus, moi ça me rappelle la chanson d'Yal Nasl Riwan, ma préférée m'a tqsam. Qu'est-ce qu'on va scissionner, qu'est-ce qu'on va diviser? Et c'est là l'état alarmant de l'USFP, et à tel point qu'on peut oser dire qu'il est bien parti pour disparaître. C'est fort. Aziz Boustav, vous partagez cette idée? Non, pas spécialement. Pas spécialement. C'est difficile pour un parti comme l'USFP ou comme l'Istiqlal. On a parlé aussi de la disparition éventuelle de l'Istiqlal. C'est difficile pour des partis comme ça de disparaître. Ils ne disparaîtront pas parce qu'il y aura toujours les derniers Mohicans qui se reproduiront. C'est ce qu'on entend par disparaître. Mais disparaître, c'est-à-dire disparaître. Précisez votre pensée. Disparaître, c'est ne plus peser rien du tout. C'est de n'être que la 5e roue de la charrette. Un parti comme l'USFP, avec le poids qu'il avait, et celui qu'il a aujourd'hui, et celui qu'il aura demain. Il ne faut pas douter de cela. Il sera un parti secondaire, ni avec l'influence qu'il avait, ni avec sa capacité de nuisance sociale qu'il pouvait faire à un moment donné, et de mobilisation des masses. Parce qu'il avait il n'a plus cette capacité. Alors, à quoi bon? Il va rester avec 20, 16, 12 députés. Ça va devenir une sorte de PPS bis dans la carte politique. Aziz Boustan, on vous laisse terminer. Dans ce cas, on peut dire qu'il a déjà disparu et que l'USFP a déjà disparu et que l'Istiqlal est en marche forcée de disparition aussi, et le PPS a pratiquement disparu. Et comme le dit Tabih, c'est un peu partout au niveau de la gauche, c'est un peu partout dans le monde. On voit un peu comment ça se passe en France. On voit qu'en Espagne, pays proche de nous, comment les socialistes sont aussi à la traîne. Et ça, c'est parce que depuis 4 ou 5 ans, il y a eu finalement 3 tournants. Il y a eu un tournant idéologique, avec ces idéologies qui ont disparu progressivement, qui sont en train de disparaître progressivement, et ça s'accélère, avec le deuxième tournant, qui est le tournant technologique. Avec les nouveaux supports d'information, il y a beaucoup plus de personnes qui parlent, beaucoup plus de personnes, beaucoup plus d'échanges, et donc les anciennes idéologies ne fonctionnent plus. Et troisièmement, un tournant politique. Et c'est ce que nous sommes en train, c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister aujourd'hui, avec un changement des lignes qui bougent. Des partis comme le RNI, pour ne pas le nommer, que jusqu'à il y a 6 mois, on considérait comme le petit parti de l'administration, mais qui est un parti qui est en train de se faire,
Et on voit de l'intérieur comment c'est en train de se faire, on y reviendra si vous voulez, et une gauche qui est en train finalement de disparaître parce qu'on n'en est plus aux idéologies. Alors là, juste, c'est ce que parmi les raisons qui sont avancées par le Shgar lui-même par rapport à cette déliquescence, pour ne pas dire disparition de l'USFP, c'est la déclaration qu'il a faite le 19 mai au journal Libération. Voilà comment il explique cette débâcle. Ce n'est pas moi, c'est la crise mondiale de la gauche qui explique tout. Le moment que nous vivons est très particulier car la gauche traverse une crise sans précédent, non seulement au Maroc, mais dans d'autres pays. Elle n'a jamais été aussi malmenée. Prenez l'exemple du Parti socialiste français qui, depuis sa fondation, a été toujours au second tour des élections présidentielles, alors qu'en 2017, il n'a pas pu dépasser le premier tour. En 2002, le Parti socialiste n'était pas au deuxième tour. Aziz Boustaï et Jamel Ce Boukouraï. n'est pas parce qu'on se compare à des médiocres qu'on n'est pas médiocre. Et ça, c'est le truc classique. C'est pas moi, c'est l'autre. Il y a un résultat, un parti. En tous les cas, il inscrit la débâcle de la gauche marocaine dans le contexte global de la gauche. C'est de se défausser de sa responsabilité sur une situation générale. On est encore Aziz en train. Et Jamel Boukouraï. On en parlait avec Jamal tout à l'heure hors antenne. Ce n'est pas parce que c'est un changement qu'il y a au niveau de la jeunesse, et c'est en continuant à dérouler le même genre de discours, un discours de gauche, un discours désuet, obsolète, tout à fait dépassé, on ne parle plus à la population. Regardez ce qui s'est passé en France avec Macron, regardez ce qui s'est passé aux États-Unis avec Trump, regardez comment le PJD a explosé dans le sens positif du terme, c'est-à-dire comment il est arrivé à augmenter ses scores de législative en législative, et ce n'est pas pour son discours idéologique, mais c'est pour sa proximité. Et c'est maintenant, ce sont les discours de proximité, ce sont les actions de proximité qui tiennent, et je pense que les partis qui vont aller de l'avant maintenant sont des partis qui savent parler à la population non seulement au niveau des réseaux, mais aussi au niveau de l'action. Et je pense que c'est ce que ne fait pas l'USFP et c'est ce que font d'autres. Jamel Boukouraï. Effectivement, il y a beaucoup de changements. Il y a eu tellement d'innovations depuis le 19e siècle qu'on est dans de nouveaux schèmes organisationnels. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs, dans le Badil démocratique, ils ont choisi une approche participative, l'holocratie. Ça ne marche pas parce qu'en filigrane, il y a toujours la figure du père. Et donc, le modèle n'est pas suffisamment développé, ou certaines entreprises aujourd'hui, comme Zippo, qui n'ont pas de leader, qui est leaderless, une organisation, ça. Le problème du militantisme classique, il était basé sur une approche qui est gauche-droite, ambivalente. Les militants, pratiquement, c'est des soldats, c'est des vigies, c'est des gens qui sont en chair et en os. Or, aujourd'hui, les stratégies d'influence ne sont pas comme ça. Sur Avaz, on est capable de ramasser des millions de gens qui vont être sensibles à des causes, et c'est ce qui va se faire comme Je suis Paris, etc. Okay. Aujourd'hui, donc, penser, si c'était un business model, aujourd'hui, il serait désuet, parce qu'il est encore calqué sur le modèle napoléonien, sur le modèle classique, sur le modèle de ce qu'on appelle l'organisation bureaucratique, avec des paliers. Et pyramidal aussi, du sommet à la base. C'est tout le principe. Brahim Mo, il a fait une fondation, il offre 2 millions de dollars à chaque leader, président, africain ou autre, qui sort après le mandat. Or, donc, on est donc vraiment dans des schèmes qui sont complètement obsolètes et qui ne correspondent pas, qui ne résonnent pas avec la jeunesse que nous avons, notamment avec ces nouvelles générations. Donc, je dirais le militant d'aujourd'hui, d'abord, est devenu un entrepreneur. C'est quelqu'un qui fait de l'innovation sociale, c'est quelqu'un du cœur caritatif, un peu comme l'INDH. Et il est dématérialisé. Et c'est là le problème. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucune capacité de régénérer, de revitaliser, à moins de faire vraiment un virage qui n'est pas basé sur le carriérisme politique. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, ces transformations, la méthode du RNI, depuis quelques mois, je vous donne juste quelques chiffres, en l'espace de 4 mois, 65 000 nouveaux inscrits, 112 congrès et assemblées, 80 congrès provinciaux qui ont débouché sur l'élection des membres du Conseil national, 12 congrès régionaux des organisations de femmes et de jeunes, en plus de 5 congrès des organisations parallèles. Alors, l'approche dans laquelle s'inscrit le RNI, selon son chef Aziz Akhnouch, c'est la démocratie participative. Est-ce que c'est effectivement un tournant que connaît la pratique politique à travers un parti comme le RNI aujourd'hui? Non, oui. Naïm Kamel. Oui, on peut considérer qu'un tournant, c'est peut-être trop dire, mais il y a l'amorce de quelque chose. D'abord parce que le RNI, quand il a été le premier parti du Maroc à partir de 1977, ou plutôt
à sa constitution en 1978, on connaît les méthodes qui ont pu le positionner dans cette posture. Mais aujourd'hui, et le RNI le sait, je crois que Aziz Akhannouch aussi le sait, on ne peut plus utiliser les mêmes méthodes, ce n'est plus possible. Il y a eu une recomposition des comportements, un changement des attitudes, et les gens n'ont plus la même position vis-à-vis des autorités, vis-à-vis de tout ce qui est représenté l'hiba. Cette ascendance, l'autorité et le charisme. cette ascendance que l'autorité a sur la population. Et je crois qu'ils en sont conscients. Là, bon, outre ce que vous venez de dire, ils ont essayé d'imprimer au programme de leur parti, ça a été dans le discours lors du congrès de Aziz Akhannouch, une inflexion socio-démocrate, ou plutôt social-démocrate, pour sortir le RNI de cette image de parti des libéraux. On sait ce que c'est le RNI. Le RNI, c'est le parti jusque-là des notabilités locales, des technocrates de l'État et des milieux d'affaires. C'est un pan très important de la société. C'est des acteurs, soit par leur technicité, soit par leurs investissements, soit... Pardon ? Ça ne vote pas. Ces gens-là ne votent pas. J'y arrive. Soit les notables votent, soit par leur implantation dans les régions, réussissent à ramasser. Maintenant, et c'est ça là, le problème qui se pose à la nouvelle direction du RNI, c'est comment transformer tout ce capital qui n'est pas négligent en machine électorale pour pouvoir devenir un parti avec une assise populaire, avec une âme qui est la sienne, avec un timbre dans sa voix qui lui donne une résonance à lui que l'on peut identifier et qui peut entraîner. Je crois que le slogan du congrès du RNI a été... Arares. Non. Ça, c'est le slogan. C'est là où tout commence. C'est là où tout commence. Ouais. Donc, il y a eu la période de transition, le passage du témoin de Salah ad-Din à Aziz Akhannouch. Il y a eu les campagnes régionales qu'avait menées le président du RNI. Et il y a eu le summum qui a été fait à Agadir par cette rencontre. Il y a eu jusqu'à maintenant, il a tenu tous ses délais, il a tenu toutes ses promesses. Maintenant, c'est comment transformer l'essai. Tout le problème est là. Aziz Bousta, et ensuite on fait la pause. Il nous reste 2 petites minutes. Alors oui, quand on dit que le slogan du RNI, c'est ici que tout commence, c'est très important comme slogan. Ce n'est pas un slogan qui a été fait comme ça, enfin à mon avis. Rapide retour en arrière, à fin octobre, il y a eu donc le départ de Salah ad-Din Mzouar et l'arrivée de Aziz Akhannouch. À cette époque-là, j'avais rencontré un certain nombre de dirigeants du RNI, dont Aziz Akhannouch, et il était question de mettre en place une idéologie, une plateforme idéologique, une plateforme intellectuelle pour faire marcher la boîte. Et puis voilà qu'au bout de 6 mois, on se rend compte qu'il n'y aura pas de véritable plateforme idéologique, mais une plateforme d'action. Et donc, en tant qu'homme d'affaires qui réagit très vite, il a compris que finalement, les idéologies ne servaient plus à rien. Donc, il va falloir aller dans l'action de manière à répondre aux besoins de la population, des besoins concrets, des besoins d'emploi, des besoins de salubrité publique, des besoins d'assainissement, des besoins tous les besoins que peuvent... C'est l'efficacité. C'est l'efficacité. Et il a structuré son parti, ça il l'avait dit déjà en décembre ou en janvier à Agadir, structurer le parti, si vous voulez, quelque part comme une entreprise, avec des secrétariats locaux, provinciaux, régionaux, mais des contrats performance. Pour la petite histoire, ce qui est amusant, c'est que Shgar fait la même chose avec le secrétariat national et le contrat performance. Donc on voit que même au niveau de l'idéologie socialiste ou de ce qui fut l'idéologie socialiste, on parle aussi de performance et on parle aussi de contrat avec les gens. Et donc finalement, on se retrouve, ce qui reste de libéral dans le RNI, c'est la démarche pratique, la démarche effective et pas la démarche idéologique. Libérale dans le sens de fonctionner comme une entreprise avec des résultats, avec une contrainte de résultats. Dernier mot avant qu'on fasse la pause, très rapidement. Au fait, on est tout simplement dans une phase de ce qu'on appelle la rupture créatrice. Donc on se démarque d'un modèle classique, celui de l'agitateur qui sort dans les rues ou le militant, etc., pour aller vers quelqu'un qui
qui fait de l'innovation sociale et de l'entrepreneuriat. Et donc un travail micro-économique au niveau des racines, grassroots, peer-to-peer, donc personne à personne, et donc création de richesse, création de valeur, et de façon décloisonnée et interconnectée. Et ça, donc, c'est un modèle, c'est un business model. Un exemple qui est extraordinaire, c'est Diridik, Inouï. Alors, donc, c'est le type maintenant aujourd'hui de l'action, ici et maintenant, via ce type d'action, et c'est ce qu'on devrait faire dans toutes les régions du Maroc, au lieu de critiquer. Merci beaucoup, messieurs. On revient dans un instant pour poursuivre cette discussion et ce débrief. Restez avec nous. On se retrouve tout de suite après la pub. Nous sommes de retour sur le plateau du débrief. On finit dans l'actualité marocaine avec les congrès. On termine avec celui de l'UGTM qu'on n'a pas encore évoqué. On a du mal à y voir un peu clair. Les choses sont très agitées dans le syndicat. Il y a eu 2 congrès extraordinaires dans les derniers jours. L'un qui a porté à la tête donc du bras syndical de l'Istiqlal, Ni'ma Mayara, et l'autre qui a qui a désigné Chabat et son adjoint Charat. Est-ce que on peut avoir au moins une vision de ce qui se passe exactement et surtout des enjeux qui se jouent actuellement au sein de l'UGTM? Aziz Bousta, je commence avec vous. Vision, trouble de la vision plutôt, parce que là on se retrouve avec 2 congrès extraordinaires qui sont extraordinaires dans tout le sens du terme, qui sont tenus à 3 semaines d'intervalle, dans l'agressivité, dans la limite de la violence. En fait, c'est un dérivatif du conflit qui déchire l'Istiqlal entre, d'un côté, Hamid Chabat, qui n'a pas envie de partir, et de l'autre côté, Hamdi Ould Rachid, qui a envie de faire partir... De prendre le relais. De faire partir Chabat, de prendre le relais ou de le donner à quelqu'un d'autre, en l'occurrence Nizar Baraka. Donc finalement, on se retrouve dans un millimélo absolument inextricable. Donc rapide retour sur les faits. Début mai, c'est Ni'ma Mayara qui devient secrétaire général de l'UGTM. Forcément, donc, Mohamed Kafi Charrat n'est plus secrétaire général, mais Kafi Charrat fait son congrès dimanche dernier. Un congrès qui était destiné à ne pas le reconduire lui, mais à mettre à sa place Hamid Chabat, qui revient donc après avoir été secrétaire général de l'UGTM. Et là, on se retrouve avec des ennuis, enfin avec des procédures judiciaires qui ont été intentées par Mayara, qui a perdu son premier procès, qui a intenté tout de suite le second, qui a eu gain de cause pendant le second, et pendant qu'il y a eu, là où on le voit, pendant qu'il se tenait le 2e congrès, ce sont les forces de l'ordre qui ont investi les lieux. Finalement, c'est difficile, on n'est plus dans les années 70, ils n'ont pas eu de gain de cause puisque le congrès extraordinaire est arrivé à plus ou moins désigner un bureau politique à qui il a confié la tâche de désigner le secrétaire général, qui a été Hamid Chabat, qui a mis son l'ancien secrétaire général au secrétaire général adjoint. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui ne ressemble à rien. On est dans une entité aujourd'hui bicéphale. Je ne termine pas un chiffre. Le syndicalisme au Maroc, c'est 6% sur une population active de plus ou moins 11 ou 12 millions. Vous faites le calcul, ce n'est pas grand-chose. Donc mais ça reste un enjeu pour le congrès du parti de l'Istiqlal, ce qui se passe à l'UGTM aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, depuis les législatives d'octobre, il y a une guerre sur la prise de la citadelle Istiqlal. C'est une bataille un peu délicate. Parce que d'un côté, il y a l'échec de Chabat qui est patent. Ce n'est pas seulement l'échec électoral, c'est son échec dans l'ordonnancement des alliances. C'est son instabilité et son manque de sérénité dans la gestion de ces partenariats, avec des excès, avec des retournements. Et donc on s'est trouvé dans une situation où l'Istiqlal risque de retourner au giron familial. Ce n'est pas une bonne nouvelle, il faut le dire. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais peut-être aujourd'hui, c'est le moindre mal, vu les excès qui caractérisent le discours de Hamid Chabat. On l'a vu, on le voit sur les réseaux sociaux. Et donc, ce qu'il faudrait comprendre aujourd'hui, c'est la bataille autour des blindés de l'Istiqlal, c'est-à-dire des fers de lance de l'Istiqlal. L'UGTM a un poids au sein de l'Istiqlal intrinsèque. La jeunesse istiqlalienne a un poids. Toutes les organisations parallèles, parce qu'il y a un lien légal entre l'Istiqlal et l'UGTM. Et il y a eu cette tentative de casser,
parce qu'on savait qu'à un moment donné, quand Chabat a quitté, parce que Chabat est arrivé, il ne faut jamais l'oublier, est arrivé à prendre le Istiqlal en partant de l'UGTM. Et aujourd'hui, on essaie de lui couper les ailes, cette aile qui lui permet encore de pouvoir être influent, sachant qu'à l'intérieur des bases de l'Istiqlal elle-même, il est de plus en plus déstabilisé. Voilà, on en finit donc avec les congrès de ces différents partis et du syndicat l'UGTM. On passe maintenant à l'actualité internationale et on démarre avec cette première visite à l'étranger du président américain et il l'a réservée à l'Arabie Saoudite. Alors Jamel Boukouraï, vous qui connaissez très bien les États-Unis, sur le plan de la symbolique et sur le plan politique, qu'est-ce que ça voulait dire de choisir l'Arabie Saoudite comme premier lieu de déplacement à l'étranger pour le président Donald Trump? Bien. Sur le plan sémiotique et symbolique, c'est très très riche. D'accord, il y a une trilogie, donc terre d'islam, christianisme, l'État hébreu, etc. Donc il y a déjà... Puisqu'il a suivi ensuite en Israël, Palestine et puis au Vatican. Effectivement, habituellement, les chefs d'État, les élus américains, ils passent toujours par le premier voisin, soit le Canada par le Mexique. Donc ils sont les partenaires de l'accord de libre-échange. Évidemment, il y a un désaccord à ce niveau-là. Et donc, on choisit l'Arabie Saoudite. Donc, la question clé, pourquoi? Il y a énormément d'enjeux. Il y a un principe qui est fondamental dans ce qu'on appelle la négociation. Parce que Donald Trump, il faut toujours revenir à ce qu'il est, à son ADN. C'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. Et c'est un homme d'affaires qui connaît, il y a un principe qui est basique, très simple, ça s'appelle le triangle de la négociation. Il y a A versus B qui négocie à propos d'un C, qui est le contrat, et qui n'a pas la même signification pour les Saoudiens comme pour les autres. Pour lui, c'est une signification. Pour le Al-Saoud, c'est quelque chose qui est énorme. Ils avaient besoin de redorer le blason, de capital, gagner plus de capital de sympathie, parce que les dernières années ont été terribles. Jusqu'au point, on a essayé donc de faire une corrélation directe entre les attentats du 11 septembre et la responsabilité directe de l'État. Et donc, qui ont coûté très très cher. Il y a une opération de charme. Donc, je dirais, Donald Trump, c'est peut-être l'opération de relations publiques la plus chère dans l'histoire, dans les annales du marketing, etc. Parce que pour les Saoudiens. Pour les Saoudiens. On rappelle juste la plus gratifiante. On rappelle le chiffre, c'est 380 milliards de dollars, soit 338 milliards d'euros, dont 100 milliards de contrats militaires, mais on y revient tout à l'heure. Très bien. Alors donc, en filigrane, il y a deux choses qui se passent. Donc, pour les Saoudiens, c'est quelque chose qui va... Il y a toute une symbolique qui va autour, donc de l'image, du texte, le rituel, la réception très solennelle. Et ça, c'est quelque chose... Et qui a contrasté justement avec la sobriété avec laquelle avait été reçu Barack Obama peu de temps avant donc son départ de la Maison-Blanche. Dans le discours, et c'est là où il faut y aller, donc c'est un discours qui est quand même bizarre, qui a été écrit par Stephen Miller, qui est l'instigateur du Muslim Ban. Avec Bannon, c'est les fondateurs, les plus grands piliers du alt-right, et qui réécrit ce discours assez particulier dans lequel il y a des choses qui sont en filigrane. On va y revenir dans un instant, sur le discours de Riyad. Bien. Je voulais juste qu'on parle de la symbolique et du choix de l'Arabie Saoudite et de ce que ça signifie. Pour terminer, pour l'Arabie, du côté de la perspective saoudienne, c'est la plus grande opération de rebranding. On a toléré à ce que la première dame et la fille puissent passer donc son foulard. On amène un rocker et on dit que c'est en train de changer avec le prince Al-Salman qui a des visions pour le fameux 2030. Voilà. Naïm Kamel, ce voyage de Donald Trump en Arabie Saoudite, c'est aussi une manière de rompre avec l'attitude de Barack Obama. On se souvient qu'il y avait eu plusieurs froids, notamment sur le dossier syrien et sur l'accord nucléaire iranien. C'est une manière aussi de rompre avec l'attitude de Barack Obama? Rompre avec l'attitude de Barack Obama, certainement. Mais c'est aussi un retour au classique de la diplomatie américaine au Moyen-Orient. L'axe du mal et l'axe du bien. Il ne faut pas oublier que Donald Trump, depuis le début, il était hostile à l'accord nucléaire de la dénucléarisation de l'Iran entre Barack Obama et Rouhani. Et il y a une partie qu'il ne faut jamais oublier dans ce contexte, qui est Israël. Israël, depuis le début, a eu également de très mauvais rapports avec Barack Obama, à tel point qu'on s'en rappelle, Netanyahou a été le snobé
à Washington même, en allant au Capitole, tout en négligeant la Maison-Blanche, ce qui était une injure pour le président de la première puissance mondiale militaire et économique. Aujourd'hui, on revient vers les dogmes. Le problème, aujourd'hui, avec Donald Trump, on n'est sûr de rien. C'est-à-dire, c'est un personnage qui reste indiscernable. On ne sait pas si demain, par un tweet, il va tout casser, il va tout remettre en cause ou en question. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, nous assistons à l'hostilité face à l'Iran, l'alliance avec les pays du Golfe, Israël. Et bien sûr, il est aujourd'hui, hier, il était à Bruxelles pour le sommet de l'OTAN. Il va essayer de rassurer, pour rééquilibrer. Il faut croire aussi que ce qu'on appelle l'État profond, ou l'administration profonde des États-Unis, peut-être est-elle enfin en train de reprendre la main sur les principaux dossiers pour lui dire que les États-Unis, ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire, Monsieur le Président. Et d'ailleurs, le miracle, c'est qu'il n'y a pas une seule gaffe pendant ce voyage. Lui qui gaffe 3 fois, 4 fois par jour. Alors, il a été très cadré, oui. Aziz Boustan, donc toujours sur la signification de ce voyage, Naïm Kamal vient de le dire, c'est une restauration des fondamentaux de l'alliance américano-saoudienne, notamment sur un plan militaire. On l'a dit, il y a plus de 130 milliards de dollars de contrats d'armement qui ont été signés. C'est aussi un élément fondamental à la fois pour les Saoudiens, de retrouver l'appui indéfectible des Américains et pour les Américains de relancer leur économie intérieure. Et on y vient dans un instant. Vous savez, je reviens à une phrase qu'avait dite le général de Gaulle en parlant du Moyen-Orient, cet Orient complexe. Or, le problème dans l'administration américaine d'aujourd'hui actuelle est qu'elle est plutôt simpliste en matière de politique internationale. Ils ne connaissent pas, on n'a pas l'air de connaître véritablement les différents enjeux. Alors, l'une des phrases qui a été dite par Donald Trump, je pense que c'était en Israël, c'est le deal le plus difficile, c'est un deal très difficile à réaliser. C'est un deal, c'est un homme d'affaires, lui, il parle en termes de deal. Donc il a été faire un deal, tout simplement. Il avait un double problème avec les Saoudiens, enfin une double question à régler avec les Saoudiens. D'abord, le terrorisme et deuxièmement, la relation à l'Iran, la relation au chiisme, la relation qui a été au centre de son discours de dimanche. Qui a été au centre. Il a dit qu'il n'en avait pas donné de leçons, mais il en a quand même donné pas mal. Il est arrivé, donc quelque part, il inquiète les Saoudiens, puisqu'il est parti avec 380 milliards de dollars de contrats en poche. Quoique, il faut mettre quand même un petit bémol pour ce chiffre, parce que pour les 110 milliards de dollars d'armement, on ne sait pas au juste ce que ça inclut. Alors, il y a 12,5 milliards d'achats d'armement à effet immédiat, donc 12,5 milliards d'achats américains et 95 milliards qui sont des accords qui peuvent se transformer après en contrats des lettres d'intention. Des lettres d'intention ou des protocoles d'accord. Donc finalement, on est dans l'effet d'annonce. On est dans un véritable effet d'annonce. Pour la deuxième tranche, c'est-à-dire les 270 milliards restants non plus, hein, on ne sait pas au juste de quoi ils retournent, mais Donald Trump avait véritablement besoin de ça pour essayer de se remettre un peu sur pied, puisqu'il est dans la tourmente pour les raisons qu'on sait du FBI, de la CIA et de la Russie, etc. Avant de passer... excusez-moi, je continue rapidement. Au niveau alors, il est parti en Arabie Saoudite, là où on attendait qu'il allait dire beaucoup de choses, il n'a finalement pas dit grand-chose. Il est parti en Israël, là où les Israéliens pensaient qu'il allait dire beaucoup de choses. Il n'a pas dit finalement grand-chose, donc il a nommé David Friedman comme ambassadeur, un grand pro-Israël et pro-sionisme, il faut dire pro-sioniste, mais il n'a plus parlé de l'ambassade américaine à transférer à Jérusalem. Il a été faire on est encore dans l'annonce, il a été devant le mur de lamentations avec la kippa sur le crâne. Bon, c'est le premier président qui fait ça. Donc on reste sur notre fin. Président en exercice. En exercice. On reste finalement sur notre fin et on ne sait toujours pas, comme l'a dit Naïm, comment va réagir cet homme qui est
extrêmement imprévisible et versatile. Alors, du coup, la vertu de ce voyage de Donald Trump, est-ce que c'était réellement d'impacter les choses sur la politique du Proche-Orient? Parce qu'effectivement, il n'a rien annoncé de clair, en tous les cas, quant à la résolution du conflit israélo-palestinien notamment. Il n'a pas évoqué ni Jérusalem, ni l'occupation. Est-ce que, donc, du coup, son objectif, c'était d'impacter la politique au Proche-Orient, ou est-ce que c'était de redorer son image à l'intérieur, parce qu'il est actuellement très malmené au niveau, aux États-Unis même, où il y a des enquêtes en cours sur ses liens avec la Russie? Alors on a une double cible. La cible principale, c'est que d'abord, il a laissé derrière beaucoup de tempêtes très houleuses. Donc on parle énormément de destitution, donc le processus de impeachment act, avec bien sûr donc la désignation d'une commission. Il vit donc sous une pression qui est énorme de l'autre côté, et d'autre part, il voudrait dire donc à l'opinion américaine que c'est un homme d'action, qu'il est parti sur un déplacement, il est capable de créer des emplois, ramener des millions d'investissements, et en plus de ça, il a négocié avec les 50 membres donc, dans le triptyque, dans le sommet, la question de la création d'un OTAN arabe. Et c'est une idée qu'il va essayer également de vendre, bien sûr, à Bruxelles pour les autres. Donc il a réussi à faire la coalition. Donc l'idée pour lui, c'est, comme il a dit mon collègue, c'est qu'effectivement, il y a l'effet soundbite. On a besoin d'avoir des informations. Malheureusement, si vous avez suivi, regardez donc les médias nord-américains, la part dédiée à la visite versus toutes les discussions sur, bien sûr, le licenciement de James Comey, et bien sûr donc le fait que... Qui vient d'annoncer qu'il acceptait d'être auditionné. Voilà. Et donc Michael Flynn qui refuse, qui se cache. C'est l'ancien patron du FBI, on le rappelle, limogé le 9 mai dernier. Voilà. Donc effectivement, c'est pour lui, c'est quelque chose donc créé suffisamment. C'est un négociateur, il a besoin d'un levier. Un levier, c'est que, voilà, laissez-moi faire du travail, je suis capable aussi de créer autre chose. Et donc, d'où l'importance. Alors, la question, il se pose, y a-t-il un code source? C'est la question que posaient les grands critiques. Y a-t-il un code source dans la politique, etc. C'est d'abord, avant tout, quelqu'un qui est négociateur, qui a besoin de ramener, c'est un closer, il a besoin donc de revenir avec des résultats qui sont très concrets, qui peuvent être traduits, et donc qui vont lui permettre de passer cette période de turbulence qui va être relativement longue et très très chaude après son retour. Une dernière question, parce qu'il va nous rester quelques minutes seulement pour parler de Rouhani en Iran, sur le discours de Riyad, son adresse concernant le terrorisme. Vous l'avez dit, Naïm Kamal, on revient aussi à un langage qu'on connaît déjà, l'axe du bien, l'axe du mal. Il a poussé les pays du Golfe, les leaders des 6 pays du Golfe qu'il a rencontrés dimanche, c'était le 3e temps de sa visite, à créer un centre de lutte contre le financement du terrorisme. Qu'avez-vous retenu donc de ce discours sur l'islamisme et sur le terrorisme? Vous voulez la vérité? J'ai rien retenu du tout. Je veux toujours la vérité, Naïm Kamel. Alors, non, je n'ai rien retenu du tout parce que je ne suis pas encore sûr de ce qu'il dit et de ce qu'il sous-entend. Ce que je sais aujourd'hui, ce que je vois, c'est juste que nous sommes en présence d'un retour, comme je l'ai dit, au dogme de la diplomatie américaine dans la région. On isole l'Iran, on s'appuie sur les pays du Golfe, mais en même temps, juste avant, qu'est-ce qu'il a fait avant de faire le sommet du Golfe? Il a reçu Sisi, le président égyptien. Il a reçu le roi Abdallah de Jordanie. Il a reçu Erdogan. Et tout ça, c'est incorporé à ce qui se fait dans cette région. Et là, on ne sait pas vraiment... Quelle est sa vision? Il n'y a pas eu beaucoup de fuites sur ce qui s'est passé et ce qui s'était dit. Le jour où on verra un peu plus clair dans ce qui s'est passé avec le roi Abdallah de Jordanie, avec le maréchal Sisi et avec Erdogan, peut-être qu'on pourra voir un peu plus clair dans les intérêts, dans les intentions, pas de Trump, mais de l'administration américaine. Je ne suis pas tout à fait Dernière. Oui, Jamel Boukraï, très rapidement, s'il vous plaît. Parce que si on voit les gens comparent le discours avant, qui ont allé jusqu'au trouble ban, et la position qu'il a adoptée, c'est une position qui est très soft.
édulcoré. Oui, qui contraste avec et qui va dans cette direction d'élection. Que les musulmans ont été le plus touchés par les actes terroristes. Donc une petite rectification, une petite sensibilisation de ne pas confondre, etc. Donc c'est ce qu'on avait dit dans le débrief dans le passant, un retour graduel donc vers les standards de la politique internationale petit à petit. Voilà. Dernière actualité pour ce soir, les élections en Iran. C'était donc le week-end dernier, une participation massive, plus de 70%. Et Hassan Rouhani réélu avec 23,5 millions de voix, c'est-à-dire à 57% contre son adversaire, Brahim Raisi, qui lui a fini avec 38,5%. Une question toute simple, est-ce qu'en choisissant Rouhani, l'Iran a fait le choix de l'ouverture? Naïm Kamel? Vous savez, il y a un paramètre en Iran qu'il ne faut jamais oublier, c'est le guide suprême. C'est lui qui détermine la politique de l'Iran. C'est lui et sa garde révolutionnaire qui contrôle tous les secteurs financiers et bancaires et économiques du pays. Le président, finalement, à la limite, tant qu'on a un guide suprême qui est au-dessus, Ali Khamenei, qui est au-dessus de toutes les instances. Il n'est pas élu, il est désigné et il doit ratifier toute décision importante concernant les évolutions de l'État. D'ailleurs, on l'a vu critiquer Rouhani lui-même en disant que... Mais tout de même, Rouhani, que l'on surnomme le cher diplomate, a montré au travers de sa carrière que c'est un homme d'ouverture. C'est lui qui a négocié l'accord sur le nucléaire. Il a essayé, mais jusqu'à maintenant, ça n'a pas donné grand-chose. Jusqu'à maintenant, il a essayé de faire lever les sanctions. Peut-être à son avantage aujourd'hui, c'est qu'il y a une faille depuis l'accord nucléaire entre les pays occidentaux, c'est-à-dire entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, il n'est pas sûr que les pays de l'Union européenne vont suivre, s'il y a de nouvelles sanctions contre l'Iran de la part des États-Unis, qu'ils vont suivre au pas les décisions américaines. Alors, ceci dit, juste avant son discours à Riyad et son voyage en Arabie Saoudite, jeudi, l'administration américaine a revoté la poursuite de l'allègement des sanctions contre l'Iran conformément aux dispositions de l'accord sur le nucléaire iranien. Jamel Boukouraï. Écoutez, oui, il y a évidemment, peut-être il y a un petit soulagement chez la population iranienne, quand même sur 50, il y a 30 plus de quelques qui ont voté. Il y a la situation, moi je mets un petit parallèle avec ce qui s'est passé dans l'ex-Union soviétique. 12 ans des négociations ont abouti avec Javad, comment il s'appelle, Javad Non, Javad, le ministre donc, de l'économie, voilà, qui a réussi ce tour de force. Donc il y a une brèche qui s'est ouverte dans ce mur l'ex-mur de Berlin avec une volonté d'ouverture. Alors, il y a une sorte de glasnost qui a été démarrée par Rafsanjani et il y a une perestroïka qui est entamée par Rouhani, qui a été un peu plus sensible. Je ne sais pas si vous avez suivi les débats à la télévision, donc c'était la première fois qu'il y a un débat télévisé entre donc, les candidats, où il a essayé donc d'être un peu sensible. Nous avons augmenté la couverture Internet, libéralisé un petit peu les réseaux sociaux, etc. Des choses qui ont touché ce petit pan de la population qui a fait un peu la différence. Sachant que le pays, il a besoin, l'Union, vous avez raison, l'Union européenne, ils ont besoin, Renault avec Peugeot et en plein d'autres entreprises sont en train de s'installer là-bas. Donc il y a un processus de réforme des systèmes bancaires, revoir comment faciliter, comment attirer. Et bien sûr, vous avez le populiste, qui est donc Hassan Raisi, qui lui, l'opposition, qui voulait vraiment donc l'autarcie, protéger les valeurs contre la mondialisation, etc. Qu'on donne comme successeur de Khamenei. Oui, mais il n'a pas réussi ses élections. Je voudrais revenir sur la belle métaphore de Jamel, la glasnost et la perestroïka. Sauf que, c'est vrai, en Union soviétique, à l'ère Gorbatchev, c'était
simultanée. Il y avait la glasnost en même temps que la perestroïka. Là, il a ouvert une sorte de perestroïka, alors que la glasnost de Rafsanjani s'est fermée pendant la période de Ahmadinejad. Mais pour répondre à votre question, oui, les Iraniens ont quelque part choisi l'ouverture, puisqu'il avait été élu en 2013 à 51% et qu'il est élu à 57%, sachant que Raisi se présentait comme l'homme de Khamenei et qu'il était même, comme a essayé de le dire Naïm, pressenti pour prendre éventuellement la suite de du Khamenei, guide suprême, Ali Khamenei. Du guide suprême Ali Khamenei. Le problème étant que finalement, le fait de limiter les mandats à 2, comme ça se passe ailleurs, aux États-Unis notamment ou en France, le fait de limiter les mandats à 2 ne laisse pas véritablement de pouvoir ni de temps au président dans le cas où il sortirait du rang pour faire ce qu'ils veulent. Alors le contrat, si vous voulez, moral de Rouhani, et que le premier mandat était un mandat de politique macroéconomique où il est arrivé finalement à faire lever même partiellement les sanctions, et que le deuxième mandat doit être un mandat de retombées économiques, microéconomiques, pour que la population puisse sentir quelque chose. Les effets. Les effets. Or, il va perdre beaucoup de temps. Il a quand même un bilan économique relativement positif, juste pour donner quelques chiffres. C'est pas sûr. En raison des sanctions, je sais, mais il y a quand même des chiffres. Il a diminué le taux d'inflation qui s'élevait à 40%, qui est passé à moins de 10%. Ça, c'est des chiffres officiels. La croissance qui était négative est désormais positive. Bon, moi, je donne les chiffres officiels, évidemment. Mais les économistes donnent d'autres chiffres. C'est une prévision. La critique qu'on lui a reprochée, c'est qu'il s'était engagé, pour briguer son premier mandat, de créer 4 millions d'emplois. Il n'a pas créé. Non seulement il n'a pas pu le créer, mais bon, il y a une loi, c'est la loi de Parma. Le chiffre officiel, je crois, c'est de 12 et quelques. C'est il n'a pas bénéficié. Le prix du baril, il n'a pas cessé de baisser depuis quelque temps. Et il y a des problèmes qui sont énormes au niveau de la société. Le meilleur film qui a été primé, c'est le film d'ailleurs iranien, qui est le Salesman, qui traite la question sociale. De 18 ans à 29 ans, il n'y a aucun homme qui est mariés pendant 31%. Et à 57%, des jeunes femmes de 18 à 29 ans ne sont pas mariées et vivent toujours en famille. Donc il y a des défis qui sont majeurs. Toute dernière question, il nous reste très peu de temps, mais elle est importante compte tenu du discours qu'a tenu Donald Trump sur l'Iran, très offensif, en le rendant responsable du terrorisme. Sur un plan géopolitique, quelle peut être la réaction de l'Iran? Le président français Emmanuel Macron, en téléphonant à Rouhani pour le féliciter de sa réélection, l'a enjoint à ne pas adopter la même posture radicale que le président américain. Quelles sont les options aujourd'hui qui s'ouvrent pour Rouhani, à la fois pour la région et dans ses alliances géostratégiques? Un tour de table, mais des réponses très courtes, s'il vous plaît. Très court, s'il réussit à renouer le dialogue avec la Maison-Blanche. C'est ça le problème. S'il ne réussit pas... C'est le principal défi. C'est le principal défi. Or, le problème, c'est qu'au niveau de la Maison-Blanche, on ne veut pas comprendre... Aussi rapide que Naïm Kamel. On ne veut pas comprendre une chose, c'est que le terrorisme islamiste ou fondamentaliste est du fait des sunnites et pas des chiites. Obama l'a compris, Trump ne l'a pas compris parce qu'il ne veut pas le comprendre, ni lui, ni Steve Bannon qui est avec lui. Jamel Boukouraï, très rapide, s'il vous plaît. Je dirais, il y a une glasnost qui est en cours. Ça va être difficile, oui. Peut-être la position américaine avec les déclarations. L'attitude iranienne va rester modérée. On va continuer à essayer donc de développer des relations avec l'Union européenne et des relations de proximité. Merci beaucoup, messieurs, pour votre efficacité et votre brièveté. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Restez sur Médien TV dans un instant, la suite des programmes. Et quant à nous, on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau débrief. Très bonne soirée à tous.